رئيس الجمهورية عطانا مشروع بقيمة نتاع 1.2 مليار دينار 120 مليار. قال اخدموا ان ستاتيو مع متحف تاع الامير عبد القادر في الجبل تاع مرجاج، وجاو الدراهم نهار الخميس داروا لنا لا نوتيفيكاسيون. درك كنا في اجتماع من اجل ضبط الامور لاننا لونسيو اون ايتي دي رياليزاسيون، وان كان يعني التصور تاعنا راه تقريبا منتهي. الطول نتاع العلو نتاع التمثال 42 متر. التمثال الاعلى في العالم لحد الان هو نتاع ريو دي جانيرو فيه 39 متر، حنا زدنا 3 مترات 42. السيف نتاعو والسيف اون فال دوتي دونك دو لوبسيون لازر. لوبسيون لازر هذيك تكون متوجهه ناحيه القبله للمصلين. والحصان يكون عنده 5 سيبور رمزا للاركان الخمسه للاسلام، ويكون اعلى من سانتا كروز. Voilà donc, c'est de cette Algérie dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette Algérie qui a le mal partout. Cette Algérie qui gère des projets énormes pour séduire le peuple algérien et l'occuper. Une statue de Abqadr, la plus longue et la plus haute au monde. Voilà un haut responsable très puissant qui parle de un statut au lieu de une statue pour refléter un peu le niveau de ceux qui gèrent l'Algérie, ceux qui gèrent les richesses de l'Algérie, les milliards de dollars de l'Algérie. Une Algérie où une petite route entre Ain Salah et Adrar n'est même pas carrossable pour des charrues à mulets. Une Algérie à qui beaucoup de choses manquent et on vient nous parler d'une statue de Abqadr. Abqadr que plusieurs Algériens, des millions d'Algériens considèrent comme un traître de l'Algérie. Et voilà que les hauts responsables viennent faire une grande statue en milliards de dollars, 120 milliards exactement, alors que le peuple manque de beaucoup de choses. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons maintenant à notre dossier. Ce malheur que je vous ai fait écouter sur l'Algérie et qui me fait justement penser à un livre explosif qui raconte l'immersion de 2 experts français au pays du monde à l'envers, l'Algérie, un livre qu'ils ont appelé «
justement le mal algérien. L'Algérie n'est pas un pays, mais un système. C'est ce que décrivent ces experts français Jean-Louis Levé et Paul Tolita, mandatés dans le cadre d'une mission officielle qui a duré 5 ans et demi en Algérie, dans le livre événement qu'ils ont appelé Le mal algérien. Cet ouvrage, qui dépasse dans l'analyse et la description toutes les publications qui ont diagnostiqué les pathologies de ce maudit régime algérien, devrait constituer le livre de chevet de tous ceux qui s'intéressent à notre voisin, l'Algérie. C'est justement un livre qu'il faut absolument lire. Ces auteurs ne racontent pas seulement de façon documentée leur expérience de l'Algérie, mais ils décrivent avec la précision d'un chirurgien la vraie genèse et les bases du système sur lequel repose le pouvoir dans ce pays, les racines du mal implantées depuis 1962 par Houari Boumedienne et largement alimentées par des généraux corrompus, sont le socle sur lequel repose aujourd'hui le pouvoir en Algérie et ce qui en détermine la gouvernance et les choix économiques désastreux. C'est un livre qui décortique, il éventre l'opacité du système, on explique le fonctionnement avec des mots très intelligibles, alors même que le propre du pouvoir algérien est des dispositifs de rente et de corruption qui lui permettent de se pérenniser et d'être aux antipodes de tous les modèles connus et de défier même la rationalité. Cette monstruosité du pouvoir algérien, les auteurs la nomment le fonctionnement inversé des valeurs normales. Et sincèrement, il convient de saluer leur opiniâtreté à avoir résisté au vertige que donne ce pays qui marche sur la tête. L'Algérie donne le tournis, au sens propre du terme, par le simple exercice du bon sens. Il se révèle le pays du monde à l'envers, constate Jean-Louis Levé et Paul Tolita, les deux auteurs du livre Le mal algérien dont je vais vous parler aujourd'hui. Les deux auteurs ont résisté au vertige et ont trouvé des mots descriptifs et analytiques pour circonscrire le fonctionnement du système maudit actuellement en exercice en Algérie. L'un des principaux mérites du livre Mal algérien est que ses auteurs ne sont pas des politiques, mais des experts mandatés dans le cadre d'une mission officielle, une mission de coopération économique entre la France et l'Algérie qui a duré entre 2013 et 2019 et qui ont pu, durant leurs multiples séjours dans plusieurs villes en Algérie, leur échange avec les responsables politiques, les hommes d'affaires et les acteurs de la société civile, diagnostiquer de l'intérieur le chaos administratif et l'immobilisme du système. Jean-Louis Levé et Paul Tolita sont deux universitaires de renom. Le premier est docteur d'État en sciences économiques, le second est normalien. Durant leur expérience de terrain et leur immersion au cœur des réalités algériennes, ils ont pris la mesure de l'incurabilité volontairement voulue par le système du mal algérien. Comprendre le système algérien, c'est comprendre sa genèse, intimement liée au coup d'État de Houari Boumedienne en 1962, à la tête de l'armée des frontières. Le colonel Boumedienne n'a jamais tiré un seul coup de feu pendant la guerre de libération. Il a attendu que les maquisards
fassent le boulot contre l'armée française pour marcher sur Alger, tuant et poussant à la fuite les survivants épuisés qui avaient mené la guerre de libération, et Houari Boumedienne propose à Ben Bella un partage du pouvoir avant de se débarrasser de lui en 1965 pour diriger l'Algérie jusqu'à sa mort en 1978. Du coup d'État de 1962, justement, naît la configuration typique du pouvoir algérien pour des décennies, un pouvoir réel aux mains de l'armée, dissimulé derrière le paravent d'une présidence civile et appuyé sur des services secrets quadrillant la population, capables de tenir à l'œil, voire de liquider les opposants, organisés pour tout type de manipulation, notent les auteurs du livre. Posé par Houari Boumedienne, le système a été développé par le général Al-Arbi Belkhir, le parrain des parrains, qui a structuré un dispositif de rente et de corruption généralisé qui profite aux généraux et dont tireront profit plus tard les oligarques qui feront leur apparition sous le règne d'Abdelaziz Bouteflika. Le système est au-dessus de tout. Les luttes à mort entre les différents clans, ainsi que les purges et les procès qui conduisent à la prison, visent aussi à le préserver. À ce sujet, Jean-Louis Levé et Paul Tolita écrivent que les purges restent un moyen de défense du système général, de domination, et non pas une opération de justice. La corruption et l'enrichissement indu étant à ciel ouvert, le système ne peut se permettre de laisser la case homme fort vide. Tous les dirigeants algériens sont soumis au système et ne peuvent prendre une décision importante en dehors de ces rouages. Les interlocuteurs des deux auteurs, y compris certains parmi les hauts placés dans la hiérarchie politico-administrative, peuvent se laisser aller à des troublantes confidences sur le caractère purement théâtral des autres représentations de l'État qui ne sont pas au cœur du système. Vous savez, chez nous, on a des ministres parce que lorsque nous recevons des ministres d'autres pays, il faut bien que nous en mettions en face. La pérennisation du système est garantie par un nombre impressionnant de policiers et de gendarmes. Le régime algérien utilise l'intimidation pour maintenir la population dans la résignation. 210 000 policiers, 180 000 gendarmes veillent au maintien de l'ordre. Les deux autres précisent que proportionnellement à la population, les forces de l'ordre en Algérie sont 2 fois plus nombreux qu'en France. Le récit national en Algérie repose sur un mensonge, une imposture. L'armée algérienne est la garante et la protectrice de ce narratif mensonger, celui qu'on présente comme le fondateur de l'Algérie moderne et le concepteur du système Houari Boumedienne, qui n'a jamais combattu l'armée française, ce moudjahid qui n'a jamais tiré une seule balle, incarne le récit national qui est enseigné dans les écoles algériennes. Mais le problème demeure. On reste dans la logique de guerre et de la faiblesse d'opérations brutales qui, en 1962 et 1965, ont donné par un coup d'État la prééminence à une armée qui n'avait jamais combattu et qui fraya sa route jusqu'à Alger sur les corps d'authentiques maquisards. Aban Ramdan, l'architecte de la révolution algérienne, le défenseur de la suprématie du politique sur le militaire,
a été assassiné par ses propres compagnons en décembre 1957 au Maroc. Sa tombe, au carré des martyrs dans le cimetière d'El Alia, est semble-t-il vide, car il a été impossible de trouver ses restes malgré les tentatives du président Chedli. D'autres véritables résistants et pères de l'indépendance de l'Algérie ont été assassinés par Houari Boumediene. Il s'agit entre autres de Mohamed Khider, assassiné en Espagne en 1967 et enterré au Maroc, Karim Belkacem, assassiné en Allemagne en 1970 et transféré seulement 25 ans plus tard au carré des martyrs, sans parler du colonel Amirouche, dont la dépouille a été essuyée et cachée dans une cave. Ce déficit guerrier d'une armée dont la seule victoire fut celle d'un coup de force étatique dans son propre pays explique peut-être en partie l'héroïsation outrancière de la caste militaire algérienne comme une tentative sans cesse recommandée de combler un manque symbolique, un trou dans une histoire sans victoire authentique, analyse avec lucidité les deux auteurs de l'ouvrage. Le système maintient une mesure constante sur les populations par la ritournelle de l'ennemi extérieur. Rien ne va mal en Algérie sans que soient impliquées les intentions malveillantes des autres, que ce soit la France, que ce soit le Maroc, ou tout pays qui servira opportunément de repoussoir idéologique commode, note Jean-Louis Lévé et Paul Tolila. Le système ne définit pas la nation algérienne par un avenir commun à construire, mais plutôt par des ennemis. C'est un appel incessant que celui des pouvoirs algériens au complot contre le pays, la menace étrangère, la désignation des traîtres alliés aux machinations de l'extérieur. Tout le monde en veut à l'Algérie nouvelle, vue par le pouvoir. Ce ne sont pas les objectifs communs à construire qui définissent la nation algérienne, mais ses ennemis. Faire peser de façon constante la menace d'un ennemi extérieur, c'est aussi garder les feux des projecteurs sur l'armée, prétendument supposée protéger le peuple algérien contre cet ennemi omniprésent. Les exportations d'hydrocarbures, gaz et pétrole représentent entre 95 et 98 du total des exportations de l'Algérie. Les hydrocarbures sont la reine des rentes, la rente mère. Tous les autres dispositifs de rente en dépendent. Tout le système économique de la vie quotidienne est suspendu à cette rente qui elle-même est suspendue aux variations du prix sur les marchés mondiaux et à la menace d'un épuisement inéluctable des ressources, étant tenté d'ajouter. Durant les 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a engrangé près de 1200 milliards de dollars grâce aux hydrocarbures, échappant à tout contrôle du Parlement et de l'administration fiscale, au lieu de les investir dans des projets de développement qui assurent un avenir aux Algériens. En dehors de la dépendance des hydrocarbures, les 1200 milliards de dollars se sont évaporisés dans la corruption et par le biais de subventions directes à destination des populations, le prix à payer pour la paix sociale. À propos de l'argent de la rente qui finit par tout acheter, mais détruit la valeur du travail dans le pays, les auteurs notent avec une implacable lucidité que, contrairement à l'adage de Mao Tse-tung, le régime algérien préfère donner des poissons aux gens plutôt que de leur apprendre à pêcher.
dans un pays avec 20% de chômage, allant jusqu'à 50% dans certaines régions de l'intérieur, la rente pétrolière est un remède qui tue lentement de façon générationnelle. La rente profite particulièrement aux Moudjahidines et à leurs descendants. Un ministère très riche s'occupe bien de cette catégorie d'Algériens qui n'a nullement besoin de travailler et dont le nombre a été étonnamment multiplié au moins par 10 depuis les années 70. À propos d'eux, les auteurs citent une plaisanterie très en vogue en Algérie et qui montre jusqu'à quel point la société est gangrénée par la rente. On demande à un enfant quel métier il voudra faire plus tard, médecin, soldat, avocat, marchand. Non, répond l'enfant, je veux être fils de Moudjahid. Quand on lit le mal algérien, impossible de ne pas conclure que derrière chaque projet annoncé en Algérie, il y a moins une volonté de développement qu'un désir de pot de vin. La rente, la corruption sont devenus des éléments constituants de l'État algérien. Au fil du temps, note sans pince rire les deux auteurs. Les montants qui sont mis en jeu sont stratosphériques. ETRHB, le groupe de l'oligarque Ali Haddad, a bénéficié via 457 crédits bancaires sur les 20 dernières années d'un montant total astronomique de 18 milliards d'euros, remboursables à long terme, soit d'ici 2030, ce qui bien sûr ne sera jamais réalisé. Estimé à 11 milliards de dollars, la construction de l'autoroute Est-Ouest, dont la grande partie a été confiée à des entreprises chinoises, ont coûté 17. De nombreuses lacunes dans la rédaction des contrats ont permis de contourner la législation pour ensuite donner libre cours à la corruption. Estimé par l'un des anciens managers de l'Agence nationale de l'autoroute à 4 milliards de dollars. À ce sujet, les deux auteurs rapportent une anecdote éclairante. Des Japonais en charge d'un tronçon de l'autoroute Est-Ouest prennent littéralement la fuite en direction de la Tunisie devant le nombre impressionnant de responsables algériens qui leur demandaient de l'argent. L'édification de la grande mosquée d'Alger, également confiée à un groupe chinois, est estimée à 1 milliard de dollars. Quelques années plus tard, la presse algérienne parle d'un coût de 3 à 4 milliards de dollars. Que les autorités algériennes signent des conventions ou des projets avec leurs homologues d'un autre pays, cela n'engage que ceux qui ne connaissent l'Algérie. En effet, précisent les auteurs avec des exemples de situations réelles, qu'un projet soit signé ne le préserve en rien, de menaces qui peuvent surgir sur la base de raisons abracadabrantes, voire parfois sans explication du tout, et de préciser que nombre d'accords signés dans le cadre de leur mission sont dans d'inexplicables ensablements. Certains sont débuts d'exécution, d'autres stoppés sans motif déclaré. Ce qui contribue à l'ensablement des projets, c'est souvent le correspondant algérien de la partie étrangère qui disparaît du jour au lendemain sans explication et sans laisser de traces. Cette perte de l'interlocuteur algérien est une sorte de classique pour dire non et se débarrasser de projets dont on ne veut plus, sans se donner la peine d'expliquer pourquoi, commentent les deux auteurs, et de préciser qu'à la différence des pays voisins comme le Maroc et la Tunisie,
Les administrations publiques algériennes n'ont pas d'intranet. Tous les fonctionnaires travaillent avec des messageries personnelles. L'évaporation des individus en est grandement facilitée. Avec des interlocuteurs qui utilisent des adresses e-mail privées, il devient très difficile d'avoir accès aux institutions. Cette absence de messagerie professionnelle rend le projet quasiment tributaire d'un correspondant, comme si la raison sociale de tel ou tel ministère reposait sur votre correspondant. Ce dernier disparu, tout peut disparaître, d'où ce commentaire sans appel. Cette attitude est certainement une des plus néfastes, des plus redoutables pour le développement et la réputation de l'Algérie dans les opérations de partenariat économique. Elle témoigne d'une extrême désinvolture à l'égard des contrats signés et augmente les craintes des entreprises étrangères envers un pays où règne une grande insécurité juridique. Jean-Louis Level et Paul Tolila citent des exemples qui apportent la preuve que les institutions algériennes sont des partenaires très peu fiables. Le mal algérien s'intéresse aussi aux maux de la société, faisant l'objet d'une véritable omerta de la part des médias, quasiment tous inféodés au régime. Le moindre des mérites de ce livre est qu'il met la lumière sur des sujets dont on parle très peu, comme la prostitution, l'un des angles d'attaque de prédilection de la meute médiatique de la junte contre le Maroc. La prostitution est omniprésente en Algérie. Elle fleurit dans des stations balnéaires comme Tichi, région de Bjaya, mais également dans les métropoles et villes de taille moyenne comme Alger, Wahran, Bjaya, Annaba, Tlemcen, Stif, Bourj Abou Ridj et autres régions. Les auteurs avancent le chiffre affolant de plus de 4 millions de personnes vivant de la prostitution en Algérie. Ils écrivent à ce sujet. En 2007, un rapport de l'Institut de sondage algérien Abassa, spécialisé dans les enquêtes sociales, rapportait l'existence d'environ 1,2 million de prostituées clandestines en Algérie, chacune faisant vivre au moins 3 personnes autour d'elle, ce qui donne un chiffre d'un peu plus de 4 millions de personnes vivant de cette activité. Toujours à propos de la prostitution, Alger est décrite comme un bordel à ciel ouvert. Les auteurs citent une avocate au barreau de la capitale algérienne qui a mené une enquête sur cette activité et recensé 8000 maisons dédiées à la prostitution dans le seul Alger, sans parler des autres endroits de la capitale où des femmes et des hommes tarifient leurs relations, rues, garages, carcasses de véhicules, gourbis, petits appartements, villas, hôtels de passe. Cette prostitution est aussi le fait de mineurs. L'âge d'entrée dans le métier se situe entre 14 et 16 ans. Tout le monde connaît la manie algérienne de gonfler les chiffres. Le champion toute catégorie en est Abdelmjid Tebboune, qui a affirmé devant Anthony Blinken que son pays va produire 30 millions de tonnes de blé et nourrir l'Égypte, le Maroc et même la Tunisie. Les chiffres fantaisistes sont une spécialité algérienne. À ce sujet, le ministre algérien du Tourisme Yassine Hammadi a annoncé en septembre 2022 devant la presse: nous avons enregistré plus de 11 millions de touristes algériens et étrangers qui se sont rendus dans les 14 wilayas côtières. Et je dis bien touristes,
parce que le nombre d'estivants a dépassé les 120 millions au niveau de toutes les wilayas et communes côtières. En réalité, selon un professionnel algérien du tourisme, Saïd Boukhlifa, cité dans le Mal algérien, le nombre de touristes n'a pas dépassé les 3000 par an au cours des 20 dernières années, de 3000 à 11 millions en une année. Cela donne une idée de l'abîme qui sépare la réalité des énormités proférées par les dirigeants algériens. Le passage suivant montre que ceux qui croient aux chiffres annoncés par le régime algérien s'exposent à de violents revers. Nous nous souvenons de ce grand groupe français automobile souhaitant créer une usine de production de voitures. Le ministère de l'Industrie lui avait annoncé environ 140 entreprises algériennes présentes dans le domaine de la sous-traitance automobile. Après une longue enquête menée par une banque française implantée de longue date, 4 seulement furent identifiés. Et encore, un travail important était nécessaire pour mettre à niveau leur production afin qu'ils puissent contribuer à la production de véhicules dans la nouvelle usine dédiée. De 4 à 140, c'est mieux que l'abîme qui sépare 3000 de 11 millions, même si la distance entre l'affabulation et le réel reste littéralement vertigineuse. Un sous-titre du livre comme la ritourelle de la diversification montre que les annonces de diversifier l'économie algérienne sont un vieux disque rayé. Les coups de menton d'Abdelmjid Tebboune n'y feront rien. En effet, le président Tebboune n'est pas le premier à ordonner une révolution industrielle et l'indispensable diversification de l'économie qui va avec. Et les auteurs du livre de préciser que depuis plusieurs décennies, cette thématique revient dans les discours des présidents successifs et les études réalisées sur ce sujet, en particulier par des universitaires, sont nombreuses mais restent dans les tiroirs. Le livre rapporte des témoignages lucides sur l'impossibilité de se libérer de l'emprise des hydrocarbures, la fameuse règle de l'actionnariat dans les entreprises établies en Algérie, 51% pour l'opérateur algérien, 49% pour l'investisseur étranger, ralentit considérablement les investissements étrangers dans le pays. Les auteurs expliquent la sacralité de cette règle. Dans tout le monde, on reconnaît le caractère préjudiciable pour le développement du pays par la crainte de voir l'économie échapper aux dirigeants mafieux qui contrôlent toute l'Algérie. Cela donne dans la langue des auteurs, plus il y a de projets de coproduction d'un investisseur étranger et d'une entreprise algérienne, plus il est difficile de contrôler l'économie du pays, plus il y a de production made in Algérie, moins il y a d'importation, et moins d'importation, c'est autant de leviers en moins pour contrôler le flux de devises et faire fortune rapidement pour les barons de la nomenclatura du pays. Et de préciser, l'Algérie en est ainsi venue à même importer du sable, des pierres et des carburants, tant le système de surfacturation et le transfert de devises via les sociétés, ces sociétés écrans vers des paradis fiscaux, demeurent efficaces pour tous les profiteurs du système. Les auteurs rapportent de nombreuses anecdotes sur leur rencontre avec les responsables algériens. À Abdelmalek Sellel, alors Premier ministre, ils ont posé une question sur la non-existence en Algérie d'un ministère de l'économie. Nous créons un ministère de l'économie quand nous aurons une économie.
a répondu ce responsable. Avec le nombre d'analyses et de faits réels rapportés, le lecteur du livre de Jean-Louis Levé et Paul Tolila arrive à la conclusion que le mal qui ronge l'Algérie dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer jusque-là. Tant que le système est en place, l'avenir n'aura pas de futur pour le peuple algérien. رئيس الجمهورية عطانا مشروع بقيمة تاع 1.2 مليار دينار 120 مليار. قال اخدموا ان ستاتيو مع متحف تاع الامير عبد القادر في الجبل تاع مرجاج، وجاو الدراهم نهار الخميس داروا لنا لا نوتيفيكاسيون. درك كنا في اجتماع من اجل ضبط الامور لاننا لونسيو اون ايتي دي رياليزاسيون، وان كان يعني التصور تاعنا راه تقريبا منتهي. الطول نتاع العلو نتاع التمثال 42 متر. التمثال الاعلى في العالم لحد الان هو نتاع ريو دي جانيرو فيه 39 متر، حنا زدنا 3 مترات 42. السيف نتاعو والسيف اون فال دوتي دونك دو لوبسيون لازر. لوبسيون لازر هذيك تكون متوجهه ناحيه القبله للمصلين. يا سلام. والحصان يكون عنده 5 سيبور رمزا للاركان الخمسه للاسلام. يا سلام. ويكون اعلى من سانتا كروز. اي